pendant plusieurs semaines, depuis le début de situation, là, de la crise de la COVID-19, moi, j'ai quand même beaucoup salué le travail qui était fait par le premier ministre François Legault, par son équipe, au niveau de la communication. Je pense que ça a été reconnu par plein de gens au Québec, par les partis d'opposition. Ça a été reconnu aussi même dans d'autres provinces au Canada, dans d'autres pays même, qui trouvaient que le travail qu'on faisait ici au Québec d'informer la population, d'expliquer ce qui se passait, de sembler être rassurant dans ce qu'on disait, c'était des bonnes pratiques. Je pense qu'il y a une bonne équipe de communication là, autour de François Legault pour l'accompagner dans ça. Et les premières semaines, je pense que ça a été somme toute très bien. Je pense qu'on se voulait, donc, oui, rassurant. On partageait certains chiffres qu'on avait. On disait, bon, ben voilà, la progression. Et on semblait être sous contrôle, hein, parce qu'on disait, tu sais, oui, on a un certain seuil qu'on ne veut pas dépasser au niveau du nombre là, d'hospitalisations et de patients en soins intensifs. Et on est de beaucoup en dessous de ça. On a 6 000 lits, on a quelques centaines de cas. Somme toute, ça va bien au Québec. Donc, on n'a pas à s'inquiéter. Et ça, je pense, pendant plusieurs semaines, ça s'est passé comme ça et ça se voulait quand même très rassurant. Ce qui s'est passé, c'est la semaine dernière. Hein, donc, la semaine dernière, à la fin de la semaine, que là, on commence. Ça a commencé par un cas, hein, une résidence privée, dans ce cas-là, où là, on se rendait compte qu'on n'avait pas toute l'information, qu'on ne savait pas ce qui se passait concrètement dans cette résidence-là. Par la suite, on a commencé à savoir qu'il y avait d'autres cas aussi où il manquait du personnel. On en est venu jusqu'à dire qu'il y avait 2000 personnes qui nous manquaient, là, qui devaient être sur le terrain pour aider des gens qui étaient dans une situation là, très, très précaire, hein, des gens très fragiles qui pouvaient être sujets là, à attraper la COVID-19. Donc, on a commencé à savoir ça au courant de cette semaine, savoir, bon, voilà, il nous manque du personnel. Et là, on commençait là, à partir à dire, là, il faut recruter donc, des médecins pour venir donc en renfort. Il a été question que l'armée même vienne. On a la ministre McCann qui nous disait, écoutez, il faut que les ministres voient ça là, c'est comme si on leur demandait de faire de l'aide humanitaire au Québec. Parce qu'il nous manque de bras, il nous manque de gens. Et là, les gens commençaient à se demander comment ça se fait qu'il nous manque ces gens-là. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas au Québec à faire face à une situation où, ni plus ni moins, on a besoin de gens qui prennent soin de nos aînés, qui peuvent s'occuper d'eux, là, les préposés aux bénéficiaires, les infirmiers, les infirmières qui sont auprès d'eux et elles pour en prendre soin. Et là, on se rend compte qu'il nous manque de gens. On fait appel donc à des gens, maintenant c'est des étudiants peut-être qui sont en fin d'études qui pourraient se joindre. Il y a eu toute la question du fameux 211 de l'heure payé aux médecins spécialistes. On leur disait, là maintenant vous ne faites plus d'opérations, vous pouvez venir prêter main forte dans les CHSLD. Et quand même à haut taux, là, par la suite, on a dit non, finalement, ça ne sera pas 211 de l'heure, parce que les gens disaient ça n'a pas d'allure, c'est plusieurs fois le taux horaire des autres personnes qui font le même travail. Après ça, il y en a qui ont dit on peut le faire bénévolement. Là, on a dit écoutez, on verra plus tard. C'est pas le temps de parler d'argent, que les gens viennent nous aider. Après ça, on discutera de leur salaire. On peut imaginer qui va payer pour ça au final. Je pense que le bout du bâton, là, le plus gros bout du bâton, c'est les gens qui auront travaillé, qui vont l'avoir, là, dans ce cas-ci, les médecins spécialistes. Donc, tout ça là, qui s'est passé dans les derniers jours, pas très rassurant, assez inquiétant, je pense que je peux comprendre pour bien des gens. Et là, vendredi, à coup de théâtre, on a un François Legault, notre premier ministre, qui vient et qui nous dit, un peu émotif, écoutez, j'assume la responsabilité de ce qui se passe. J'assume la responsabilité de quoi? J'assume la responsabilité que nous n'étions pas prêts, que nous n'avions pas les outils dont on avait besoin au moment opportun et donc qui fait en sorte qu'on est dans la situation actuelle. Et ça c'était, pour moi, c'était très gros, ça. Bien sûr, il y a plein de gens qui sont emballés, Twitter s'est enflammé. Là, on saluait l'humilité de l'homme. On disait, François Legault, il est humble. Il reconnaît qu'il est responsable de ce qui se passe.
Mais de quoi est-il responsable, ultimement? C'est pas là, comme si on disait, bon, la personne reconnaît qu'elle a pigé dans la caisse du parti, ou la personne dit, écoutez, moi je reconnais, j'ai pas respecté une certaine règle de déontologie. Ou, je reconnais, j'ai pas soumis tel rapport au bon moment, là, puis tapez-moi ses doigts. Je m'excuse, j'en assume la responsabilité. L'enjeu ici, c'est pas ça. On est dans un c'est un autre ballgame, là. L'enjeu, c'est des vies humaines. C'est que des gens qui sont décédés par dizaines, par centaines, probablement. Des gens dont les proches ne les reverront plus. Plusieurs qui n'ont pas eu l'occasion de les voir avant qu'ils quittent. Plusieurs aussi qui n'auront pas l'occasion de leur offrir des funérailles, de faire un dernier au revoir, par dizaines et par centaines. C'est ça, là, l'enjeu. Donc, c'est pour ça que moi, quand j'ai entendu ça, je dis il y a quelque chose de gros là, dans ça. Et que ça ne peut pas être considéré comme si c'était je reconnais ma responsabilité pour X autres choses là, qui impliquent de l'argent ou qui impliquent. Là, on parle de vies humaines et pour moi, il y a quelque chose, il y a un précédent qu'on vient créer là. Et ça m'a créé un certain malaise de voir toute cette vague-là de sympathie à l'égard du premier ministre, de dire ben, il est un homme humble. Il reconnaît sa responsabilité. J'ai pensé un peu à ça. J'ai fait quand même quelques recherches aussi là, avant de me parler aujourd'hui. Il y a un article intéressant aujourd'hui dans la presse, une lettre ouverte de Françoise David. Françoise David qui nous rappelle dans son texte d'opinion qui s'intitule « Chronique d'une catastrophe annoncée ». Parce qu'on le savait. Parce que ça s'en venait. Pas le COVID, pas la COVID. Mais on savait qu'il y avait une crise, que si jamais il allait y avoir quoi que ce soit, qu'elle allait moindrement déborder notre capacité, on ne pouvait pas le gérer. On le savait. Hein, le texte de Françoise David, « Chronique d'une catastrophe annoncée », on savait que ça pouvait se présenter. Là, vous allez me dire, oui, mais bon, François Legault est là, bon, il y a eu d'autres gouvernements avant lui, c'est vrai, c'est vrai. Dans le texte de Françoise David, un des paragraphes, elle dit le 4 mars 2000, il y a 20 ans, donc en 2000, Liliane Lacroix, alors journaliste à la presse, avait écrit dans une série de textes sur les conditions de vie des personnes aînées en CHSLD, citation, il faut un redressement, sinon dans 10-15 ans, ce sera inatteignable. En clair, manque de temps pour faire manger convenablement les malades, attente trop longue pour amener une personne malade aux toilettes, manque de temps pour réconforter une aînée en deuil, fin des petites marches qui entretiennent la mobilité, les CHSLD manquent d'employés. En 2000, ça c'est il y a 20 ans. Là, vous allez me dire, ouais, mais Jean-Sébastien, ça fait 20 ans. François Legault, il est là depuis peu. Alors, qui était ministre de la Santé en 2002? Donc, 2 ans après là, ce constat-là, là, François Legault. Donc, François Legault a été ministre de la Santé en 2002. Donc, bien évidemment, quelqu'un, quelque part, à moins qu'il ait été totalement mal informé, lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas dans nos CHSLD, il faut agir, c'est urgent, parce que sinon, on va frapper un mur. Bon, là, vous allez me dire, après ça, il y a eu des gouvernements qui sont succédés, Parti québécois, Parti libéral, bien évidemment, en grande partie Parti libéral, il y a eu beaucoup de coupes dans un système qui était déjà affaibli. Et là, on avance plusieurs années, on revient donc maintenant en 2020, où, en fait, François Legault est quand même au pouvoir depuis les élections d'octobre 2018. Donc, ça fait quand même un petit moment qu'il est au pouvoir. Ça fait quand même plus qu'1 an et demi là, qu'il est là. Et bien évidemment, des gens lui ont dit qu'il fallait s'occuper de ça. Hein, que ce soit les syndicats, que ce soit les partis d'opposition qui l'ont mentionné. Bon, certains, le Parti libéral qui critiquait la CAQ là-dessus, pouvaient se regarder un peu avant de parler, parce qu'effectivement, c'est beaucoup de par leur coupure qu'on en est là. Mais vous avez d'autres partis aussi, comme Québec solidaire, qui critiquaient et qui ont amené le problème. Vous allez dire, oui, mais c'est facile pour un parti qui n'a jamais gouverné de critiquer. C'est vrai, c'est vrai. Mais en même temps, d'amener le point, de le mettre sur la table. Et d'ailleurs, Catherine Dorion avait amené une motion à l'Assemblée nationale pour que l'Assemblée nationale reconnaisse comme étant une priorité là,
de faire l'état de la situation des CHSLD, et ça avait été battu là, par le gouvernement à l'époque. Ça fait plusieurs mois de ça déjà. Donc, quand Françoise David dit chronique d'une catastrophe annoncée, c'est qu'on savait qu'on était à risque. Et François Legault, vendredi, nous dit clairement, là, nous dit, écoutez, je suis responsable, je le savais. J'aurais dû faire des actions plus tôt. Et ça n'a pas été fait. Moi, pour moi, je vois ça, là, puis je me dis, c'est majeur. Je veux dire, qu'un premier ministre nous dise, écoutez, des actions que j'aurais dû poser n'ont pas été posées, et ça a eu comme conséquence, bien évidemment, qu'il y a eu donc des pertes de vie humaines, des gens qui nous ont quittés malheureusement. Fait que, moi, j'ai un malaise par rapport à ça. Si je vous prends une histoire bien simple, là, disons que moi, j'arrive, je suis en voiture, j'arrive à une intersection, je croise donc un feu rouge, moi, je brûle mon feu rouge, je traverse, je frappe quelqu'un. La personne décède. Je me retrouve devant un juge, le juge dit, écoutez, monsieur, vous auriez dû faire certaines choses, vous ne les avez pas faites, vous n'êtes pas arrêté au coin de la rue, vous avez foncé sur quelqu'un, la personne est décédée, ben, vous êtes probablement responsable. Et là, imaginez si moi je répondais, ben écoutez, monsieur le juge, ben oui, écoutez, j'en assume l'entière responsabilité. Je suis responsable de ça. Que voulez-vous? J'aurais dû agir, je ne l'ai pas fait. Ben, imaginez si le juge me disait, écoutez, monsieur, écoutez, je reconnais, vous êtes très humble. Vous êtes vraiment humble, là. Vraiment, vous reconnaissez votre responsabilité. Et là, vous avez les gens en arrière, dans la salle, ovation debout, les gens tapent des mains, disent, voilà, il est humble. Il reconnaît qu'il est responsable de ce qui se passe. Et là, le juge dit, ben, écoutez, donc, comme vous êtes humble, ben, vous êtes libéré, quoi. Ça va de soi, voilà, continuez. Et puis, ben, en passant, tu sais, vous n'avez jamais pensé peut-être premier ministre. Peut-être que ça pourrait vous aller parce que vous avez une bonne qualité, vous êtes humble. Puis les gens au Québec, on aime ça, quand les gens sont humbles et assument leurs responsabilités. Et là, moi, j'en suis venu à me questionner, qu'est-ce que ça implique, assumer une responsabilité comme ça? Ben, c'est quand même lourd, là. Tu sais, je veux dire, on est dans un autre registre, là. Tu sais, c'est pas comme si on disait, écoutez, scandale, il y a eu un dépassement de coûts de plusieurs centaines de millions de dollars dans la construction d'un hôpital. Ou c'est pas comme si on disait, ben, telle route elle va être construite finalement, elle va être finie 2 ans plus tard. Tu sais, ça, à la limite, tu dis, bon, on perd de l'argent, OK, on peut trouver que c'est plate et on trouve quelqu'un responsable de ça. Là, on est dans un autre registre. C'est un registre où la vie humaine est en jeu et il y a eu des actions qui n'ont pas été faites et qu'il y a eu des choix. Il faut comprendre, il y a eu des priorités. Quand François Legault est arrivé au pouvoir, ben là, je me ferai peut-être pas d'amis en disant ça, ou peut-être je m'en ferai, c'est selon. Mais la priorité de l'heure, c'était, écoutez, il faut bannir le voile, les signes religieux dans les écoles. Ça, c'était numéro 1. Il faut réduire le seuil d'immigration. Ça, c'est urgent. On peut être pour, on peut être contre, ça sera l'objet d'un autre débat. Mais on savait que c'était urgent, c'était critique, qu'il y avait un manquement dans les soins à nos aînés, des gens qui ont contribué, on l'a souligné là, quasiment tous les jours, depuis le début des points de presse, des gens qui ont contribué à bâtir le Québec, à nous accorder la qualité de vie qu'on a, dont on bénéficie aujourd'hui. Là. Et là, on se ramasse à être devant cette situation-là où voilà, on doit l'assumer. Puis moi, ce que ça m'amène, et là, je vois des gens qui se joignent, je vous inviterais, si vous voulez participer à la discussion, il y a le lien que je vais vous partager dans les commentaires à l'instant, que je vous invite à suivre. Ça va vous permettre d'embarquer sur la plateforme BeLive, et moi, je pourrais, quand vous allez commenter, je pourrais le faire afficher et intervenir sur vos commentaires. Donc, moi, ce que ça m'amène comme réflexion plus large, je me dis, bon, si on peut arriver et dire, écoutez, moi, je suis responsable, j'assume l'entière responsabilité, parce qu'il faut se rappeler, il y a des journalistes vendredi qui ont demandé à M. Legault, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une part de la responsabilité qui revient au syndicat ou à d'autres? Il dit non. Il dit, moi, j'assume l'entière responsabilité. Et ça, c'est très brillant au niveau communication, là. Et je sais que François Legault est entouré de gens, de conseillers en communication, de conseillers politiques qui sont très brillants, c'est des gens très intelligents. Et qui savent qu'en disant ça, les Québécoises et les Québécois vont dire hey, il assume un tort. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui assume un tort. On ne peut pas
lui dire « t'es dans la faute parce que tu l'as reconnu ». Hein, faute avouée et totalement pardonnée, là, on dirait, dans ce cas-ci. Et là, ben, on dit ça un vendredi, alors que le samedi, dimanche, pas de conférence de presse. Et là, lundi, on revient. Moi, je vous garantis, on va passer à autre chose. Là. Il va s'être passé des choses pendant le week-end. Oui, il y a peut-être 2-3 journalistes qui vont essayer de ramener ça, mais on va rapidement l'évacuer. Donc, finalement, on s'en tire avec pas gros de coups politiques. Mais la grosse préoccupation que moi j'ai par rapport à tout ça, c'est de dire, mais qu'est-ce qui arrive si on accepte ça, si on tolère ça, et qu'on dit finalement free ride, finalement les politiciens, on ne parle pas de cas de corruption, de cas de malversation, de cas de mauvais jus. Non, c'est un cas qui a eu un impact sur des vies de gens. Si on dit, mais ça, écoutez, la personne le reconnaît, donc on passe. Imaginez qu'est-ce que ça peut donner. Moi, je suis très préoccupé par ça. Je me dis, est-ce que, là, si pour un cas où ça affecte des vies humaines qu'on voit là, concrètement l'impact que ça a, sur quoi d'autre ça pourrait se passer? Avec quel autre enjeu on pourrait avoir, finalement, un premier ministre ou des ministres qui vont arriver, qui vont dire, écoutez, je le savais, j'aurais pu agir, tout le monde me disait qu'il fallait agir, j'ai choisi de ne pas agir, je le reconnais, je vous dis, j'en assume l'entière responsabilité, et on passe à autre chose. Pour moi, c'est quelque chose qui est gros comme le monde, parce que je me dis, là, on est vraiment dans un autre ballgame, là. On est dans un autre niveau de la responsabilité politique, et la grosse vague qui nous attend, c'est pas la vague de la COVID, là. C'est pas les petits soubresauts qu'on va avoir de la COVID, où il y a d'autres gens, malheureusement, qui vont décéder. Parce qu'il faut le dire, il y a des gens encore, malgré ce que le Premier ministre a dit vendredi, qu'il reconnaissait qu'il n'avait pas agi en temps opportun, des gens vont continuer à décéder dans les prochains jours. Lundi, on va apprendre qu'il y aura eu plusieurs décès, des dizaines, voire des centaines de plus. Ça va continuer pour quelque chose qui est admis comme ayant été une responsabilité qui n'avait pas été assumée. Mais imaginons maintenant, la plus grande vague qui s'en vient, c'est la vague que va générer les changements climatiques. Dans les prochains mois, c'est bientôt, là. C'est pas dans 10 ans, c'est pas dans 15 ans. Les CHSLD, on le savait il y a 20 ans. On le savait, c'était documenté. On avait notre premier ministre actuel qui était ministre à l'époque de la Santé, qui le savait. Donc, il n'y a pas eu d'action à ce moment-là. Il n'y en a pas eu plus des gouvernements successifs pour être tout à fait juste avec lui. Pendant 20 ans, la crise climatique, elle est à notre porte. Elle est déjà en cours. Les effets, on va les sentir. Et moi, ma peur, c'est qu'on en arrive un jour à être devant le fait accompli, où là, il va y avoir des gens qui vont décéder par centaines, par milliers. Et là, qu'on va nous dire, écoutez, j'en assume l'entière responsabilité. Je le savais, on me l'avait dit, mais que voulez-vous, on n'a pas agi. Donc, j'en suis responsable. Et que finalement, on dise, ben écoute, il est donc bien humble, il faut lui reconnaître. Moi, je vous dirais que l'humilité, malheureusement, c'est pas ça qui nous ramène des gens, c'est pas ça qui sauve des vies, assurément. Alors, écoutez, si vous voulez commenter sur cette vidéo, je vous invite à le faire dans les commentaires qui sont en dessous. Si ce n'est pas en direct, vous allez pouvoir le faire aussi là, en différé. Et aussi me partager, moi je voudrais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que moi je suis totalement dans le champ, là? Est-ce que je blâme des gens qui ne devraient pas être blâmés? Vous avez le droit de me dire, tu ne sais pas de quoi tu parles. Moi je voudrais vous entendre là-dessus, je voudrais vous lire là-dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi je trouve qu'on a vraiment, là, excusez l'anglicisme, mais on a une free ride là-dessus. Par rapport à la responsabilité, l'imputabilité de nos dirigeants. On est très, très, là, très complaisant, je trouve, comme société. Peut-être vous allez me dire, c'est pas facile d'être décideur, c'est vrai. Puis moi, j'en veux pas à la personne qu'est François Legault. Je pense que c'est quelqu'un qui agit en bon père de famille. Là, c'est un peu l'image qu'il projette, je le pense, sincèrement. C'est un gars qui veut bien faire. Là. Je pense que c'est quelqu'un qui veut le bien de la population. Il est pris avec plein de forces qui tirent dans les différents sens, ce qui est pas évident. Il doit composer avec ça et finalement, ben, il en arrive à devoir faire des choix. Mais on a quand même des choix de société à faire et certains ont un impact direct
sur la vie humaine. Alors, c'est pour ça que dans l'ordre de priorité, là, puis je comprends là, les choix, vous allez dire, oui, mais il y a des gens qui étaient une partie de la population qui vraiment était bien préoccupée par les signes religieux, par le seuil d'immigration. Puis le gouvernement, qu'est-ce que vous voulez, il doit être le reflet de la volonté populaire, puis il doit agir en conséquent, puis les sondages disent que c'est ça que les gens veulent. Bon, fait qu'on met ça en priorité, mais je pense qu'il y a aussi un leadership politique qui doit s'exercer. Il faut qu'on ait des leaders politiques qui arrivent, qui disent, oui, le goût du jour, c'est peut-être l'immigration, le goût du jour, c'est peut-être les maudits signes religieux dans les écoles, puis dans les services publics. Mais la priorité criante, là, qui a un impact sur la survie, sur la qualité de vie des gens qui, pendant des années, là, avaient de la difficulté à survivre dans ces résidences-là, avec finalement deux bains par semaine, mais continuer à manger les fameuses patates en poudre. Il y a quelque chose là, je pense, moi, que je trouve préoccupant, et qu'il faut que ça vienne éveiller, je pense, certaines consciences et qu'on se questionne collectivement à qu'est-ce qu'on s'attend de nos leaders politiques et aussi comment on va les tenir responsables de ce qui se passe, parce qu'ultimement, ça a un impact sur la vie de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, s'il y a des commentaires que vous voulez partager, je vois entre autres Raphaël qui dit oui, complaisante, bien dit. C'est ça le mot, je pense, que je peux trouver là, dans les circonstances, de dire, effectivement, et on a vu ça, et c'est pas facile, il faut le dire. J'en parlais avec Manon Massé la semaine dernière, on avait une entrevue ici que vous pourrez voir aussi dans les autres vidéos. Je lui posais la question, comment on fait quand on est dans l'opposition pour critiquer le travail du gouvernement quand on est dans une situation d'urgence? Et là, tout le monde se veut solidaire, tout le monde se serre les coudes, tout le monde se dit, c'est pas le moment là, de lancer des roches sur qui que ce soit, parce qu'on est en mode d'urgence. Il faut résoudre des problèmes rapidement. J'en suis, je comprends ça. Mais en même temps, on peut-tu éviter de finalement envoyer comme message que il n'y en a pas d'imputabilité, que finalement, malgré qu'on vous dit qu'il y a des choses qui doivent être faites, malgré qu'on vous dise qu'il y a une urgence, malgré que ça fait 20 ans qu'on vous dit que ça doit être corrigé, il n'y a toujours pas d'action. Et finalement, là, ça a à donner que c'est un jeu de roulette russe un peu là. Là, on a tombé sur François Legault, c'est là qu'il y a eu une crise majeure qui a affecté le système de la santé, particulièrement les CHSLD. Mais c'est quelque chose qu'on connaissait bien longtemps avant. Ça aurait pu tomber sous un autre premier ministre. Ça tombe sur lui en ce moment. Mais quand même, il savait depuis longtemps et il l'admet lui-même qu'il était au courant de la situation. Alors, écoutez, je partage des idées comme ça. Je vais vous partager aussi le lien du texte de Françoise David, qui est très éclairant là-dessus, avec un petit recul historique aussi là, pour montrer effectivement quelle est la situation et comment on en est venu à ce qu'on a présentement et comment est-ce qu'on doit joindre la parole et l'acte. On a beau dire que oui, on les aime, nos aînés. Là. On a entendu ça là, plusieurs fois, il y a plusieurs ministres qui ont dit « Moi, je suis là parce que j'aime les aînés. » OK, je veux bien, mais au-delà des aimer, on peut-tu aussi en prendre soin? Moi, je pense que c'est ça qui est le plus important. Et comme le disait le bon dicton de François Legault par rapport au seuil d'immigration, on va en prendre moins, mais on va en prendre soin. Je pense qu'il faut qu'on prenne soin de notre monde ici au Québec. Et on sait qu'est-ce qui doit être fait. Toutes les solutions sont là. Il y a des questions salariales, il y a des questions de ressources, il faut investir, prioriser, oui, dans la prévention, dans l'éducation pour éviter que les gens se ramassent dans le système de santé et qu'il y ait des problèmes de santé, mais aussi, assurément, de s'assurer que ceux qui sont déjà là aient les soins qu'il faut. Je pense qu'on a les moyens au Québec de se permettre ça. Ceux qui disent, on n'a pas les moyens, ça coûte cher, encore taxer le monde. Il y a plein de solutions qui existent, là. Faites un peu de recherche, là. Il y a eu plein de propositions qui ont été amenées de revoir, par exemple, les paliers d'imposition pour faire en sorte que les gens les moins riches n'aient pas tant à payer plus, mais qu'on vienne piger un peu plus dans la poche des gens qui ont beaucoup d'argent, qu'on lutte à l'évasion fiscale, qu'on taxe d'une certaine façon les transactions financières. Donc, il y a plein de façons là, d'aller chercher des millions de dollars, des milliards de dollars dont on a besoin pour pouvoir accorder des soins de qualité aux aînés.
Alors, je n'irai pas plus loin. Si vous voulez commenter, je vous invite à le faire dans les commentaires en dessous. Si vous avez des suggestions, d'autres sujets que vous voudriez voir commenter comme ceux-là, je sais qu'aujourd'hui, on n'a pas eu beaucoup d'interactions. Je commence à faire ce genre de vidéos-là, mais plus ça va aller, là, plus je vais voir est-ce qu'on a plus de participation là, et d'interaction durant ces vidéos-là. Et aussi, si vous vous demandez qui est cette personne-là, c'est qui le gars qui me parle en ce moment, écoutez, je suis Jean-Sébastien Dufresne. Je vais mettre aussi en lien là, dans la description de la vidéo, quand elle va être là, mise en ligne là, en différé, des liens là, vers ma page personnelle et vers ma chaîne YouTube pour que vous puissiez savoir un peu. Là, j'ai une vidéo de présentation qui explique un peu pourquoi je fais ça, qui je suis, et voilà ce que j'essaie de réaliser à travers ce projet là, de faire des vidéos comme celle-là. Alors, écoutez, merci ceux et celles qui étaient là. On a une Marie-Ève Favron que je vois, qui est en ligne, qui est là. Bonjour Marie-Ève. Je ne sais pas si tu voulais intervenir, partager un peu tes impressions. Comment tu te sens par rapport à ça? J'ai dit beaucoup de choses, là, mais de façon générale, comment on se sent présentement, Marie-Ève? Honnêtement, j'ai tendance à être un peu fataliste par rapport à l'évolution de la situation et à ce que les différents gouvernements ont fait dans les dernières années. Personnellement, je pense qu'il faut changer de gouvernement, mais bon. Oui, avec le système en place présentement, le système électoral en place, on a effectivement un gouvernement majoritaire, que c'est pas la majorité des gens qui ont voté pour lui, donc on est pris avec ça pour au moins jusqu'en 2022. Et être fataliste, moi je dis que c'est peut-être d'être réaliste et pragmatique d'une certaine façon. C'est qu'on regarde la situation, on dit oui, il y a des choses qui se font et qu'on apprend en cours de route comme ça, et que c'est il y a un peu une partie d'impuissance dans ça aussi. Là. J'ai l'impression qu'on ne peut pas changer grand-chose à la situation. On peut en parler comme on le fait là. Mais c'est ça, des changements. Peut-être que justement, d'en parler peut être une façon aussi d'éveiller certaines consciences chez certaines personnes autour de soi, peut-être. Oui, c'est pour faire changer les choses. Oui. Et peut-être pendant qu'on est là, Marie-Ève, peut-être nous partager comment tu vis là, cette situation-là présentement. On est confiné, on est à la maison. Comment est-ce qu'on se sent par rapport à la situation en général? Là? On est confiné. Personnellement, j'ai appris que j'étais autiste de haut niveau. Donc, le fait d'être autiste, ça a des avantages et des inconvénients dans ce genre de situation-là. Notamment que ça a comme avantage que la solitude, c'est quelque chose avec quoi j'ai développé beaucoup de stratégies. Fait que... Puis je suis quand même relativement bien. Je suis bien dans ma tête. Ouais. Merci de partager ça, Marie-Ève. Je pense qu'il y a bien des gens aussi, pas nécessairement exactement la même situation, mais qui justement se disent, oui, on est confinés, on est seul de notre côté. En même temps, on a une façon peut-être de briser un peu cet isolement-là en ayant des contacts comme ça là, avec des gens. C'est un peu notre but de notre groupe de soutien, d'être là pour être présents les uns les autres. On a un commentaire aussi un commentaire qui est rentré, je crois, donc de Thérèse, qui nous dit, elle, les gens qui travaillent ont peur de représailles. Alors, personne n'ose parler de ce qui se passe à l'intérieur. Et ça, c'est effectivement, ça, c'est même les gens qui sont là, qui sont sur le terrain, qui sont sur la ligne de front, qui sont pris là, à des fois composés avec des situations et qui ont des craintes de le partager. Parce qu'ils disent, je ne peux pas critiquer alors qu'on est en pleine situation, on est sur la ligne de front et tout se passe très, très, très vite. Écoute, merci beaucoup, Marie-Ève, de partager ce commentaire avec nous. Oui, tu le disais, oui, est-ce qu'on peut être autrement que fataliste quand on entend ça? Est-ce que si nos dirigeants nous disaient autre chose ou qui apportaient
des solutions à ça, ou du moins nous trouver une certaine, peut-être nous promettre que ça ne se reproduira pas, parce que là, le message que ça envoie, j'ai l'impression, c'est que finalement, on peut admettre un tort, mais il n'y a pas tellement de coûts politiques à ça, et donc on peut se permettre peut-être par la suite de dire, pour d'autres enjeux, peut-être que ça va être aussi la même situation, là. Donc, quand même une préoccupation, et donc il faut, comme citoyenne, comme citoyen, s'assurer, je pense, de veiller à tenir pour responsables nos élus. Ouais. Il faudrait déjà que ça soit abordé non seulement par les partis d'opposition, mais par le parti au pouvoir. Il faudrait qu'il fasse ce parallèle-là entre la santé et l'environnement. Deux points fort importants, souligne Marie-Ève. Effectivement, les partis d'opposition, où est-ce qu'ils sont? On réclame, la société, les partis d'opposition aussi réclament depuis longtemps, dire, il faut qu'on puisse questionner le gouvernement. Et là, présentement, on nous dit, là, on ne peut pas revenir à l'Assemblée nationale, puis ça serait compliqué là, de faire ça par visioconférence. On dirait que quelqu'un, quelque part, n'a pas essayé Zoom encore, là, mais il y a moyen, je pense, aujourd'hui, que tu aies 125 personnes, 125 élus qui puissent se réunir, qui ont des tours de parole, qui puissent se poser des questions, même rendre ça public. Ça, c'est quelque chose aussi, là, parce que là, ce que le gouvernement nous dit, on va permettre aux partis d'opposition de poser des questions à un ministre ou à un autre, mais en même temps, il faut que ça soit public, il faut que les gens le voient, il faut que ces gens-là soient redevables devant la population. Et l'autre point, Marie-Ève, que tu soulignes, nous dit, il y a le gouvernement lui-même, dans l'équipe, dans le parti, dans la CAQ, et probablement qu'il y a des gens aussi qui sont un peu plus critiques. Moi, je le sais particulièrement pour avoir travaillé sur l'enjeu, par exemple, la réforme du mode de scrutin, où il y avait de la division dans le parti, mais à cause que la fameuse ligne de parti, on ne peut pas démontrer publiquement qu'il y a de la division. Les gens ne peuvent pas dire, moi, je ne suis pas d'accord avec ce que le gouvernement fait quand on fait partie du même parti. C'en est un problème aussi, ça, de notre système, qui fait qu'on n'arrive pas à voir donc que les gens qui ont peut-être des critiques puissent les faire part autrement que dans des cercles fermés et à huis clos. On a un commentaire de Marie-Hélène Champeau, et s'il y en a d'autres qui veulent aussi intervenir, là, je vais vous remettre le lien, comme a fait Marie-Ève. Merci de montrer l'exemple. C'est très apprécié et c'est très courageux de ta part. Merci. Pas quelqu'un pour briser la glace. Merci beaucoup, Marie-Ève. Donc, vous voyez, j'ai mis le lien. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre, vous avez juste à suivre ce lien-là. Vous voyez, c'est simple. Hein? Marie-Ève s'est connectée, a pu participer, et vous n'êtes pas obligé nécessairement de vous joindre par vidéo, mais ça va me permettre, moi, de faire afficher vos commentaires, parce que sinon, je les vois seulement sur Facebook, je ne peux pas les mettre dans la vidéo. Donc, par exemple, je vois Marie-Hélène Champoux, que je vois sur Facebook, mais je ne peux pas vous faire apparaître son commentaire, là, il faudrait être sur la plateforme, qui nous dit donc, hyper sensible ici, j'apprécie la solitude, même si je fais des efforts pour socialiser et accepter pouvoir me sentir blessé, ou blesser les autres par maladresse. Il y a beaucoup de gens qui vivent des difficultés au niveau social. Je l'ai vécu longtemps. Avoir... Toi, tu as beaucoup de talent en social. Encore drôle. Non, je pense qu'on a tous... Je pense qu'on est tous fragiles, je pense, présentement. Il y en a peut-être qui peuvent mieux jouer certains rôles. Peut-être que moi, j'en suis, mais je pense, puis dans le commentaire, dans ce que tu me dis, Marie-Ève, le commentaire aussi de... Mais tu es très inclusif aussi. Oui, merci. C'est un peu ça le but, effectivement, de ce groupe-là. Quand Marie-Hélène dit, oui, on peut apprécier, puis moi, personnellement, oui, puis Marie-Ève, tu dis, dans ta situation à toi, il y a certaines personnes que être dans notre petit environnement, peut-être même qu'on se sent mieux. Moi, honnêtement, je sens moins de pression de l'extérieur, de courir à droite à gauche. On sent que tout le monde est un peu plus au ralenti. Donc moi, par rapport à ça, je me sens un peu mieux. Oui, peut-être certaines personnes disent, nous, la solitude, pour X raison, on est mieux dans ça. Mais en même temps, c'est vrai qu'on est dans une période où on est tous plus fragiles, plus sensibles, et peut-être que des fois, des choses qui ne nous feraient pas réagir en temps normal, là, peuvent venir susciter davantage de réactions. Et ça, je pense qu'il faut comprendre que
c'est normal d'une certaine façon. Il n'y a pas de gêne à dire ça. Et c'est là que d'en parler, ça peut assurément aider. Donc, je rappelle l'invitation, c'est des gens qui veulent se joindre à l'appel. Donc, il y a toujours Marie-Ève qui est là. Merci Marie-Ève d'être avec nous. On est très, très contents. Mais s'il y en a d'autres parmi les gens qui suivent là, en ce moment qui voudraient se joindre, cliquez sur le lien que j'ai mis dans les commentaires et comme ça va vous permettre de pouvoir intervenir et de participer à cette discussion-là. Je comprends que j'ai abordé un sujet quand même qui peut sembler lourd, là, et j'ai été peut-être un peu dur dans mon traitement là, en parlant de la situation dans les CHSLD, vous partagez moi comment je le ressens, mes propres préoccupations, parce que je peux imaginer qu'il y a des gens présentement qui sont préoccupés, qui se disent, moi j'ai des proches qui sont peut-être dans ces centres-là, moi j'ai une grand-mère qui est dans un centre hospitalier de soins de longue durée à Laval, qui n'est pas, heureusement, du moins de ce que je sais jusqu'à présent, mais encore là, on ne sait pas. Est-ce que ce qu'on sait, c'est ce qui est la réalité, mais qui n'est pas un des centres affectés. Donc, je suis chanceux, je me compte chanceux. Mais j'ai aussi un grand-père qui, pas plus tard qu'il y a quelques jours, a eu à se rendre à l'hôpital pour un problème qui n'est pas du tout relié. Mais j'ai eu, je dirais en bon français, une crise de chienne. J'ai eu la chienne qu'il aille là et qu'il attrape quelque chose. Et, donc, je pense qu'on est tous un peu là, pris là, à être inquiet là, de ces temps-ci, et c'est normal dans les circonstances, mais on ne devrait pas être inquiet comme ça. On devrait avoir au Québec, dans une société moderne, avoir un système de santé qui est capable de faire face à la musique dans des situations comme celle-là. D'autres commentaires, sinon, si je vois d'autres gens qui interviennent, sinon, ben écoutez, ben, je reviendrai à ce moment-là à toi, Marie-Ève. Qu'est-ce qu'on fait, Marie-Ève, dans les circonstances, là, puis là, sans revenir sur le cas des CHSLD, mais tu sais, dans ce cas-là où on est chez soi, qu'est-ce qu'on fait pour se changer les idées, pour essayer de passer à travers de ça? Peut-être si tu avais des idées là, à nous donner et à nous partager aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on peut faire pour se sentir mieux dans une situation comme celle-là, quand par moment on peut être préoccupé par tout ce qui se passe autour de nous, sur quoi on n'a pas d'emprise. On ne peut pas changer ça autrement que d'en parler comme on le fait. On écrit, on parle sur Messenger, ce que je fais jamais assez, mais on parle sur Messenger, c'est toujours une bonne idée. Sinon, il y a le bon vieux téléphone quand on n'a pas de données illimitées. Bon, ça coûte toujours de l'argent, tout ça, mais bon. Oui, on en revient toujours. Hein, oui, on est content. Des ressources, c'est toujours plus facile pour des gens qui ont peut-être plus de ressources, qui ont peut-être une petite marge de manœuvre. Et là, on est coincé pour plusieurs à avoir soit des revenus très limités ou, bon, tu sais, fort heureusement, j'avais cette discussion-là avec Manon Massé la semaine dernière. Oui, là, le gouvernement fédéral reconnaît que ça nous prend au moins 2 000 $ par mois pour vivre, ceux qui ont accès à ça. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ça. Ou ceux qui ont accès, ce n'est pas tout le monde qui l'a reçu. Ça, c'est ce qu'on m'a dit, là, ce que je vois dans les commentaires. Ce n'est pas parce que vous êtes admissible que vous l'avez nécessairement reçu. Et apparemment qu'il y a beaucoup plus de gens qu'on l'imagine qui n'ont pas reçu cet argent-là, malgré qu'ils aient appliqué dessus. Et donc, ça nous met dans des situations, effectivement, là, de fragilité, comme tu nous le partages ici, là, Marie-Ève, de dire, ben, même quelque chose d'aussi simple que de dire, je peux avoir mon Internet puis mon téléphone pour au moins rester en lien avec les gens autour de moi et comme ça, de passer au travers de cette situation-là en sentant qu'on peut être entouré. Je lancerai la question aussi aux autres qui nous suivent. Là. Je vois qu'en ce moment, on a 8 personnes qui nous écoutent. S'il y en a parmi vous qui, si ce n'est pas par vidéo, ça peut être par message texte, là, que vous voulez réagir. Si on veut se partager, là, vous, comment vous vivez ça? Soit vos réactions au sujet principal qui était la situation dans les CHSLD et donc pourquoi, et notre questionnement sur la suite des choses. Ou aussi sur la question qu'on vient de poser, comment vous passez là, vous trouvez des solutions pour pouvoir mieux traverser là, cette épreuve pour laquelle on est tous là, dans le même bateau là, par rapport à ça. Alors, ce serait quelques instants s'il y a des gens qui veulent se joindre à ça. Sinon, ben, pendant que des gens sont en train soit de nous écrire, de se joindre,
rebondir sur ce que tu disais, Marie-Ève, de dire, ben, oui, d'écrire. Hein, ça peut être effectivement une bonne façon, tu disais d'écrire, d'envoyer des messages textes sur Messenger, sur le groupe qui vous est proposé là. Hein, j'ai vu qu'il y a plein de gens qui répondent à des questions. Question très simple, des fois on dit, bon, ben, où est-ce que vous allez prendre votre marche? Puis là, boum, plein de gens qui se mettent à répondre. Ou, des fois, on pose des questions très simples, mais on sent que les gens participent et ça doit apporter un certain bienfait d'une façon ou d'une autre là, à ces gens-là, de sentir qu'on fait partie d'un tout plus grand que soi, qu'on est dans une communauté et qu'on est tous ensemble dans ça. Là, et là, ben, on le vit parce que c'est une situation qui nous affecte directement. Moi, mon souhait, c'est qu'on comprenne aussi qu'on est tous ensemble dans plein d'autres défis qu'on a devant nous, entre autres la crise climatique et plein d'autres. Finalement. Qu'est-ce que tu en penses, Marie-Ève? Je pense plein de choses, mais il y a beaucoup de choses là-dedans. Écoute, pendant que tu y penses, on donne 2 secondes pour y réfléchir. On a Lorena, je crois, qui se joint. Donc, attention, je vais juste... Oh! Voilà, on Allô. Oh, wow! Bonjour, Allô. Lorena. Bonjour, ça va bien? Bon, moi, c'est Lorena et je vous présente Lorena aussi. Allô. Oh! OK, donc c'est pas facile à suivre, là. Donc, il y a 2 Lorena. OK, donc on a 2 Lorena et une Marie-Ève avec nous présentement. Oui. On a plein de beaux noms. Merci, toi aussi. Alors, c'est ma fille. Et nous autres, ici, on s'adapte à tous les jours. Moi, je fais du télétravail. Et ma fille, elle fait le cégep. Alors, elle a pris la couture à cause qu'on est confiné à la maison. Alors, il m'a demandé de sortir ma machine à coudre qu'elle était dans mon placard depuis 10 ans. Alors, c'était une bonne chose. On s'occupe comme on peut. On se trouve des petits trucs que d'habitude, on n'a pas vraiment le temps de faire dans notre vie de tous les jours avec le travail, l'école, les devoirs à faire. Fait que je me suis dit, à la place de rien faire, je vais apprendre un petit truc, puis je vais m'occuper, puis me sentir un petit peu mieux. Là. Mais moi, je me donne le droit de sentir comment je me sens. Tu sais, si j'ai une mauvaise journée, je vais me donner le droit de sentir cette mauvaise journée-là. Puis là, demain, ça sera peut-être une meilleure journée. Mais tu sais, c'est vraiment si on se sent d'une certaine façon, de juste sentir comment on se sent, puis... Oui. Mais pour avoir des meilleures journées, des fois, il faut avoir des journées plus relaxes. C'est ça. Et... Oui, très bonne idée, effectivement, Lorena, et de se trouver des activités comme ça, la couture, donc c'est de se trouver donc un autre passe-temps, de développer donc, des nouveaux talents. Et peut-être Lorena, maman, celle la plus âgée, elle, qu'est-ce qu'on fait pour se changer les idées pendant une situation comme celle-là? Oh, je pense qu'on ne nous entend pas, je crois. Oh, ils sont peut-être accrochés là. On vous entend plus. Non. Ah non! Marie-Ève, tu nous entends? Oui. Ah, OK. Ouais, non. C'est peut-être le volume. On monter le volume. Non? Ils n'ont pas mis sur pause. Alors, pendant qu'ils sont en train de chercher, donc, vous voyez, donc ça fonctionne. Donc, on a réussi à aller chercher d'autres personnes qui se sont jointes. Donc, bravo, Marie-Ève, ça a montré l'exemple et d'autres personnes se sont jointes. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à nouveau, vous êtes les bienvenus. Là. Vous avez juste à suivre le lien là, qui est dans les commentaires que j'ai mis là. Donc, on a Don Rock qui nous commente aussi. La situation dans les CHSLD m'a surpris personnellement. Il me semble que nous avions suffisamment d'informations pour dire que les aînés sont à haut risque. Pourtant, nous les avons échappés. Il faut dire aussi qu'il y a des efforts que nous n'étions pas prêts à faire comme société, comme confiner toutes les personnes qui intervenaient auprès de ces populations vulnérables, le temps de faire le nécessaire pour mettre lit qu'il faut en place comme système pour minimiser les pertes de vie. Donc voilà, donc on savait, là, il y avait des choses qu'on savait il y a longtemps, que ces populations-là étaient à risque. Et je me permets encore de faire le lien. Il y a d'autres situations aussi dont on sait qu'on est là, je t'entends plus. Oh, vous m'entendez plus. Mais toi, tu m'entends, c'est bien. Oui. Des petits défis techniques, là. Donc, est-ce que vous m'entendez mieux, là? Non.
C'est mieux comme ça? Non. Oh, je pense qu'il y a des défis là, techniques. Je ne sais pas si c'est les gens qui nous suivent sur Facebook peuvent commenter. Si vous m'entendez, moi, voir si c'est moi le problème ou si c'est ailleurs. Mais donc, en présumant que c'est le problème qui est ailleurs, je vais continuer. Donc, si, effectivement, Don Rock qui nous dit, c'est ça, il y a un enjeu. Don Rock qui est surpris parce qu'on présume que les gens, le gouvernement a l'information, que les gens savent qu'est-ce qui se passe et qu'on prend les actions nécessaires. Vous allez me dire, on doit composer avec plein de choses, c'est vrai. Mais ça, c'en est une qui devrait être dans le top. Là. On s'entend dans le top des priorités. Donc, quelqu'un qui dit qu'on m'entend bien. Donc, c'est probablement Marie-Ève qu'on a un défi, là. Peut-être qu'on va la retrouver là, dans quelques instants. Donc, peut-être essayer de se reconnecter, là. Marie-Ève, je vais la kicker là, pour qu'elle puisse revenir. Donc effectivement, bon commentaire, Don Rock. C'est ça, on veut avoir foi dans nos dirigeants, on veut dire, écoutez, c'est des gens qui sont intelligents, c'est tous des gens très brillants, là, mais qui doivent composer avec des logiques de marché qui font qu'on doit prioriser, puis qu'on doit dire, là, il faut qu'on coupe. Alors qu'il faut le dire, là, on était au Québec dans une situation de surplus. On est présentement dans une situation, présentement, je ne sais plus, là, mais il n'y a pas si longtemps, on était dans une situation de surplus budgétaire. Là, le gouvernement dit, on a trop d'argent, qu'est-ce qu'on fait? On a peut-être une piste, là. Peut-être qu'on a une hypothèse, arrêter de mettre l'argent, entre autres, à cet endroit-là, pour s'assurer qu'on ait des soins de vie décents pour des gens qui sont quasiment sans voix. Des gens qui n'ont pas la possibilité, ou peu, surtout quand ils sont rendus dans des CHSLD, de défendre leurs intérêts. Oui, il y a des comités de bénéficiaires, d'utilisateurs qui peuvent défendre les intérêts de ces gens-là, mais à quel point ils sont écoutés, ils sont entendus et que leurs demandes sont respectées, ça, je pense que visiblement, on voit là, on a passé à côté là, de quelque chose. Donc, pour d'autres personnes qui nous suivent, s'il y en a qui veulent intervenir sur ça, je rappelle la question principale, c'est on pense quoi de cette situation-là dans les CHSLD et aussi du traitement qui a été fait par le premier ministre et son entourage. Là. On parle de lui parce que c'est lui qu'on voit, là, mais on comprend qu'il n'est pas tout seul là-dedans, là, il y a plein de gens autour de lui. Mais c'est lui qui a dit vendredi, en point de presse, j'assume l'entière responsabilité. Et quand on dit j'assume l'entière responsabilité, c'est la responsabilité de quoi? De ne pas avoir été prêt, de ne pas avoir eu les outils nécessaires pour faire face à ça. Et donc, on peut présumer que qui dit manquer de ressources, manquer de personnel, il manque 2000 personnes. Là. 2000 personnes, c'est des gens, ça, là. C'est sûr, c'est évident. Là. Ces gens-là, ils font quoi? C'est des gens qui sont auprès des personnes malades, qui auraient pu faire de la prévention, qui auraient pu éviter que des gens se contaminent, qui auraient pu faire en sorte que ces gens-là, contaminés ou pas, aient une certaine qualité de vie décente et peut-être d'éviter que certaines personnes qui étaient contaminées se ramassent à être dans ce qu'on appelle les zones chaudes, à différents degrés de contamination et finalement, peut-être certaines personnes qui ont eu à dépérir, malheureusement, à bout de souffle, sans avoir les soins qui devaient leur être prodigués. Donc, quand même, une lourde responsabilité. C'est pour ça que moi, je voulais vous entendre, savoir qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que le fait qu'on admet une responsabilité, ça fait que, comme on dit, faute avouée à demi pardonnée. Dans ce cas-ci, est-ce que faute avouée va être totalement pardonnée? C'est la question. Et qu'est-ce qu'on s'attend à ce moment-là? Parce qu'il y a des gens qui me diraient, oui, mais je veux bien, là, une fois qu'on a dit qu'on n'est pas content, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? On est déjà devant. C'est pas le moment de dire on le met à la porte, là. Je veux dire, il y a des choses à faire là. Par contre, qu'est-ce qu'on fait à l'avenir? Est-ce qu'on va être peut-être un peu moins arrogant quand on se fait dire il y a des urgences, la maison brûle, il faut prioriser certaines choses. Entre autres, on parle de la crise climatique qui va, on le sait déjà,
va occasionner des pertes de vies humaines massives dans les prochaines années, peut-être même prochains mois. Donc, je vous lance ça. Autre commentaire. Donc, attendez, je vois d'autres. Je rappelle aux gens, si vous voulez intervenir, même si c'est par écrit, vraiment, je vous invite à le faire en suivant le lien que je vous partage, parce que moi, ça me permet de le voir dans mon fil de discussion. Et là, je n'ai pas besoin à ce moment-là d'alterner et je peux faire afficher votre commentaire dans l'écran. Donc, ça peut être pas mal plus intéressant pour les gens qui nous suivent. Là, je vois les commentaires les plus récents. Donc, Marie-Hélène Champoux qui commente. Donc, il manque 7000 personnes. Donc, c'est des chiffres mirobolants. Et quand on se dit tous ces gens-là, et là, il faut qu'on trouve des gens qui sont formés, parce que c'est ça que le problème, c'est qu'on dit, là, merde, on veut recruter des gens, on est bien prêt maintenant tout d'un coup à les payer, mais il y a un paquet de gens qui veulent s'inscrire, qui veulent participer, on leur dit, mais vous n'avez pas la compétence pour le faire, vous n'avez pas la formation dont on a besoin. Donc, il y a un problème, là. Il y a eu un goulot d'étranglement quelque part où on a mis des gens à la retraite, on a dit à des gens qu'on n'avait pas besoin d'eux, qu'on a moins embauché de gens, alors qu'on en avait besoin. Et là, on a un gros manquement. Aussi, Don Rock qui commande donc ce que nous ne disons pas non plus parce que cela peut fâcher. Oh, attention. Mais pourquoi aussi, comme société, on veut enfermer nos aînés? Il y en a qui payent 10 000 $ par mois pour s'héberger. Ils ont des enfants, ces gens-là. Ils seraient capables d'habiter dans des maisons intergénérationnelles avec leurs enfants. Bon, ça, c'est un point fort intéressant amené par Don Rock. C'est quoi nos choix de société? On a, et ça a été dit aussi cette semaine, on a fait le choix de mettre, d'envoyer des gens dans des centres hospitaliers de soins de longue durée. Oui, il y a certaines personnes qui ont tenté de nous ramener. Oh, je pense, Marie-Ève, on t'entend maintenant, là. Ça fait des clics, 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 là. Donc, oui, après ça, on a dit, oui, il faut essayer de maintenir des gens à domicile. On va avoir des soins à domicile qui sont beaucoup offerts, entre autres, là, par des organismes d'économie sociale qui vont accompagner des gens à domicile, qui vont faire en sorte qu'ils puissent être maintenus chez eux, chez elles, mais souvent isolés, souvent seuls. Donc, on est pris un peu avec ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on vient mettre nos gens dans des centres où ils sont avec d'autres aînés, mais on l'a dit cette semaine, 10% à peine des gens qui sont en résidence reçoivent des visites de leurs proches. 10%. Ça veut dire que 90%, 9 personnes sur 10, est un peu laissée à elle-même. Et ça, il y a quelque chose, là, assurément, à réfléchir, à voir qu'est-ce qu'on fait. Et moi-même, là, je ne peux pas dire que je suis parfait là-dessus et que j'ai la solution. C'est pas le cas, là. Mais quand même, il y a un questionnement à se faire. Et là, c'est pas juste la faute du gouvernement, là. Qu'on comprenne bien, c'est pas juste de dire que c'est le gouvernement qui doit tout faire. Il y a nous, comme citoyennes, comme citoyens, comment on assure une présence auprès de nos personnes vulnérables. Donc, aussi, je veux quelqu'un qui a voulu se connecter et qu'on a reperdu, donc peut-être la personne pourrait re-suivre le lien si elle veut se joindre. Donc, je sais que je mets le feu, là, toujours Don Rock. Don Rock qui est très actif. Si Don Rock veut suivre le lien, à la limite ses commentaires dans le Be-Live, ça serait vraiment génial. Je pourrais le faire afficher en direct plutôt que de vous le lire comme ça, là. Il y a des gens qui sont plus visuels. Mais la réflexion peut se porter là aussi. Hein. Notre vieille mère peut habiter un demi-sous-sol avec moi et avec ses 10 000 $ avoir des soins à domicile. Ben, effectivement. Et est-ce que, et moi je ne suis pas expert, là, je parle à mon chapeau, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi certains soins sur lesquels on épargnerait si ces gens-là restent en milieu familial et donc peut-être auraient moins besoin là, de certains soins qui coûtent cher à l'État si ces gens-là étaient avec nous. Marie-Hélène Champoux, donc j'aimerais qu'il fasse appel aux gens non qualifiés qui ont leur formation de premiers soins et l'habitude de prendre soin des gens, les sauveteurs de piscine, moniteurs de camp de jour, gardiens d'enfants, sauveteurs, serveurs. Oui, ben c'est ça. Il y a plusieurs personnes, je pense, qui voudraient se porter volontaires. Je pense qu'ils sont tout le temps pris à dire, ben, est-ce que ça va nous demander, est-ce qu'il y a un risque qu'on mette ces gens-là dans des situations où ils vont se contaminer parce qu'ils ne savent pas nécessairement comment bien porter l'attirail de protection? Est-ce qu'on peut les former, ces gens-là, en une journée, 2 journées?
Bon, en même temps, je voyais un mème sur Facebook dernièrement qui parlait un peu des gens qui disent « Moi, j'ai tout appris sur la COVID en écoutant 2 heures de vidéo sur YouTube. » Et là, qu'on voyait une image d'une photo d'Horacio Arruda qui disait « Ben, écoute, avoir su, j'aurais pas passé des années à l'université à apprendre tout ce que j'ai appris. » Donc oui, c'est sûr qu'on ne peut pas s'attendre à ce que ces gens-là sachent tout, mais comme propose Marie-Hélène, est-ce qu'il y a moyen que ces gens-là fassent certaines tâches qui aident? On a beaucoup parlé de laver le plancher, là. Bon, c'est un peu le cliché de dire ben, on ne va pas envoyer les médecins spécialistes laver le plancher. Il y a peut-être des gens qui diraient écoute, là, si ça peut permettre de dégager du staff, là, puis que ces gens-là qui sont plus formés, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, qui ne sont peut-être pas infirmiers, infirmières, mais qui connaissent comment ça marche, qu'eux autres, on leur fasse faire d'autres choses, puis que nous, je lave le plancher en ayant reçu une formation quand même de base pour ne pas me mettre en danger personnellement. Peut-être que ça peut être une possibilité. On sent là, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent contribuer. Et ça, c'est normal. On est dans une situation où on est là chez soi. Bon, moi, je fais des vidéos comme ça. C'est ma modeste contribution, mais est-ce qu'on peut faire autre chose plus utile pour contribuer à sauver des vies ou du moins alléger le travail des gens qui sauvent des vies, assurément. Donc, on a Bobette KM qui dit je dirais le vin est tiré, il faut le boire. Pour l'avenir, il faudrait trouver des solutions urgentes, ce qui voudrait dire proposer des formations accélérées, axées sur la pratique, par exemple. Donc, est-ce qu'on peut, je paraphrase un peu ce que vous dites, d'avoir peut-être une force, là, un peu une force de réserve. Hein? On a des forces de réserve dans l'armée, les forces armées. Vous avez les milices aux États-Unis, des gens qui sont là, qui en cas de besoin peuvent intervenir. Est-ce qu'on peut avoir des gens, un peu comme on a des premiers répondants au Québec, il n'y en a pas des masses, mais il y a quand même des gens qui interviennent comme ça en appui au service de première ligne là, d'urgence. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir, d'avoir effectivement des gens qui pourraient comme ça intervenir? Donc, Marie-Hélène, donc ces personnes pourraient s'occuper de nourrir nos aînés et autres soins de base permettant d'alléger les tâches des infirmières et des préposés aux bénéficiaires. Effectivement, ça pourrait être le cas. De ce qu'on comprend là, dans les derniers jours, il y avait comme des informations contradictoires qui nous étaient dites. Là, il y avait des gens qui disaient « Moi, j'ai envoyé mon CV, je me suis inscrit sur le site, on ne m'a pas rappelé. » On sent qu'il y a un peu... On ne veut pas l'admettre, je pense, du côté du gouvernement, mais il y a de la difficulté là, à gérer tout ça. Je pense que ça semble évident. Peut-être que c'est compréhensible. Moi, je peux comprendre là, que ça doit être un paquet de troubles à essayer de gérer tout ça. Là. Puis après ça, même les médecins qui veulent le faire, ben, ces gens-là, on les envoie où? Comment tu coordonnes tout ça? C'est un travail. Mais est-ce que ça, c'est pas le genre de choses qu'on doit prévoir à l'avance? Hein? La sécurité publique, ces gens-là doivent prévoir des cas comme ceux-là. C'est jamais arrivé. C'est vrai. Maintenant, ça va être arrivé. On a Marie-Ève qui est de retour. Je ne sais pas si Marie-Ève veut réagir à des... Est-ce que tu m'entends, Marie-Ève? Non, Marie-Ève qui ne m'entend toujours pas, mais je la vois. Je vais la mettre sur pause parce qu'on entend son clavier jouer en arrière. Donc, toujours Marie-Hélène, non formée pour l'équipement et la sécurité, les garder en zone verte. Donc, ils peuvent être là pour aider, là, préparer des choses, préparer du matériel. C'est regardez, là, je vous prépare tout ça. Après ça, vous allez au front, mais on vous sauve peut-être un paquet de travail. Et moi, je suis convaincu, quand le ministre McCann disait, là, on est dans une crise humanitaire. On demande aux médecins à agir comme s'ils allaient faire de l'aide humanitaire au Québec. Hein. Moi, je suis sûr qu'il y a un paquet de gens qui seraient prêts bénévolement à donner un coup de main, là, assurément. Mais je vous le dis, pour moi-même, avoir géré beaucoup de bénévoles dans mes différents organismes, c'est pas toujours évident. Hein. Des fois, tu te dis, c'est peut-être plus simple que moi je la fasse, la job, que de passer 3 fois le temps à l'expliquer puis à devoir la refaire. Il y a tout ça là, aussi qu'il faut prendre en compte. Donc, Marie-Ève, donc exact, il pourrait libérer ceux qui sont davantage formés. Ces derniers seraient plus libres pour s'occuper des cas, situations qui demandent plus de formation, effectivement. Toujours Marie-Hélène, plusieurs immigrants ont leur formation en médecine non reconnue, mais pourraient être appelés à aider. Ces personnes qui pourraient tomber en amour avec ce métier, choisir de réorienter leur carrière par la suite pour devenir préposés aux bénéficiaires et infirmiers auxiliaires. Parce que c'est vrai, hein, on dit que c'est un métier, avant la crise, il y avait des postes ouverts non comblés. Les gens n'allaient pas travailler là. Il faut comprendre, des horaires très difficiles. Hein, j'ai vu plusieurs reportages là-dessus, des témoignages
bouleversant de gens pour qui c'est une vocation, qui travaillent des heures de fou, payés un salaire très, très bas, là, limite plus haut que le salaire minimum, et qui font un travail très difficile et très exigeant, peut-être sur la ligne de front auprès des gens qui souvent sont dans des situations très difficiles là, eux-mêmes. Des fois, travailler auprès de gens qui, veulent pas, de par leurs conditions de santé physique ou mentale, ne sont pas toujours les plus collaboratifs. Certains, oui, certains peuvent être très souriants, peuvent nous apprécier, d'autres n'ont pas la capacité d'apprécier le travail qu'on fait pour eux. Ça doit être très difficile, mais en même temps, effectivement, si des gens pouvaient peut-être voir ce que c'est et peut-être avoir le goût de trouver une vocation dans ça, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient trouver beaucoup de valorisation à pouvoir avoir un impact aussi important dans la vie là, de certaines personnes qui sont qui vivent dans ces centres-là. Donc, je ne sais pas si Marie-Ève nous entend. Est-ce que Marie-Ève, tu m'entends? Ah, non, toujours pas. Okay. Donc, je la vois dans ma plateforme, mais elle ne m'entend pas. Donc, s'il y a d'autres gens, il nous reste quelques minutes. Là. Normalement, j'essaie de tenir ça là, en dedans d'une heure, ces vidéos-là. Si vous avez d'autres commentaires, c'est le moment de le faire. Ou s'il y a quelqu'un qui voulait, parmi les gens qui nous suivent en direct, qui voulait intervenir un peu comme l'a fait Marie-Ève tout à l'heure, comme l'a fait Lorena et Lorena, on avait deux Lorena, de suivre le lien, là, je vous le remets en commentaire, si vous voulez suivre ce lien-là, et ce qui vous permet là, d'aller sur la plateforme BeLive et vous pouvez soit commenter par texte ou vous joindre là, par vidéo et je peux vous joindre comme ça dans l'appel et que vous puissiez partager votre commentaire pour que ça soit un peu plus interactif. J'ai l'impression que je parle beaucoup, là, mais j'essaie d'animer ça le mieux que je peux. Donc, s'il y a d'autres commentaires que vous pouvez donc, partager comme ça. Sinon, je continue donc à voir ceux qui interviennent en ligne. Donc, Don Rock, toujours, qui dit, bon, d'un point de vue humanitaire, oui, les médecins avec des diplômes étrangers peuvent aider, mais pourquoi ne pas reconnaître leur qualification et leur permettre de travailler comme médecin? Bon, là, on embarque dans un autre débat qu'on pourra sûrement avoir l'occasion d'animer une autre occasion, mais c'est vrai, on a un paquet de gens ici qui ont des compétences, qui ont des talents, qui ont des expériences, hein, pas juste des formations, là, qui ont travaillé pendant des années dans leur pays d'origine, qui arrivent ici et qui disent, moi, je suis prêt à servir. Je suis prêt à aider les gens ici au Québec. Je demande juste qu'on me permette de le faire. Et ça demeure là, toujours. Là, c'est un défi dans plein de corps de métier. Hein. Comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens qu'on amène ici au Québec puissent travailler dans des domaines qui sont en demande? Parce qu'il y en a qui, des fois, qui vont dire, oui, mais là, on a des gens qui arrivent et qui, déjà, c'est contingenté dans certains domaines. Bon, est-ce qu'on veut prioriser d'abord les gens qui sont formés au Québec, qui sont originaires d'ici, qui doivent travailler dans leur domaine? OK, j'en suis. Mais on a certains domaines qui sont en pénurie, comme on le voit là. Marie-Hélène, donc, il est absolument nécessaire, après la crise, d'améliorer les conditions de travail, augmenter les équipes pour que ce travail soit humain et valorisant pour attirer des gens. C'est ça la clé. Hein? Je pense que ça a été dit, hein? Ça a été rappelé par le premier ministre aussi. Il y a un problème. Là. Il y a un problème de valorisation de ce type de travail-là. Et j'ai l'impression, personnellement, qu'on a pris un peu pour acquis, bien des gens là, qui font ce travail-là, un travail dans l'ombre, hein, parce qu'on n'en entend pas tellement parler. On en entend parler maintenant, mais dans la vie de tous les jours, c'est pas ça qui fait les manchettes constamment. Et c'est pourtant un travail qui est excessivement exigeant et qui devrait être rémunéré à la hauteur là, de ce que ça implique comme responsabilité et aussi comme impact sur la qualité de vie des gens. Stéphane, que je me permets de saluer. Bonjour Stéphane. Bon, je crois qu'il faut également se responsabiliser en tant que citoyen et citoyenne. Effectivement, cette crise aura mis en lumière le fait que nous stationnons nos aînés dans des résidences plutôt que de s'en occuper. S'occuper de ces aînés, ce n'est pas uniquement les appeler. Quant aux enjeux que pose le maillage sur le site Je contribue, hein, on parlait là, où les gens peuvent aller dire moi, je suis prêt à travailler, j'ai les compétences, j'ai les formations, je veux être sur le terrain. Donc, Stéphane nous dit il faut aussi réaliser que le gouvernement n'a pas de ressources humaines infinies pour traiter le flot de demandes. C'est ça, là, on reçoit un paquet, là, des milliers, 30 000, 40 000 demandes qui rentrent. Qui peut traiter ça? Effectivement. Donc, ça aussi, peut-être, ça rentre dans la partie, est-ce qu'on peut prévoir d'avoir des ressources, mais ces gens-là ne peuvent pas être tout le temps là parce que c'est seulement en cas de crise.
vous voyez, là, ça amène toutes ces réflexions-là. Stéphane, toujours, de plus, le dépôt d'une candidature sur le site n'est pas automatiquement synonyme à ce qu'elle soit admissible pour prêter main forte. C'est vrai. Il y a un paquet de gens qui peuvent être dit, puis moi-même, là, dans mes organismes, j'ai des gens qui m'envoient des candidatures travailler. Puis là, je regarde ça, je dis, mais non, la personne ne correspond pas au profil qu'on recherche. Donc, c'est possible. On saura peut-être un jour, là, mais pas tout de suite, combien de ces personnes-là, finalement, oui, on dit, moi, je vais aller contribuer, mais écoute, tu ne fites pas là, dans le profil qu'on recherche. Ça serait plus compliqué et plus lourd à accompagner ces gens-là que, ben oui, idéalement, trouver quelqu'un qui peut le faire. Si, à défaut d'eux, est-ce que c'est mieux que rien? Bon, il y a ce débat-là. OK, sinon, Marie-Hélène, donc, qui répond à Don Rock. Oh, OK, il y a de l'interaction. C'est bon, on y arrive. Donc, offrir une mise à niveau et de l'aide pour obtenir la reconnaissance en médecine selon les critères canadiens au lieu d'obliger à refaire au complet la formation de médecine. Ben, effectivement, ça semble être quand même assez l'évidence. Je pense qu'il y a des efforts dans certains domaines là, d'essayer de trouver des équivalences. De vous dire, ben, écoutez, les gens qui ont une formation dans certains domaines devraient pouvoir pratiquer ici. Là, je pense que ça accroche dans certains domaines en particulier, où il y a particulièrement, entre autres, des ordres professionnels, qui disent, ben, attention, là, il y a un niveau de responsabilité, on veut s'assurer que ces gens-là aient exactement, soient capables d'être au niveau de tout le monde. Sinon, on risque d'avoir comme différentes catégories de gens qui peuvent prodiguer ces soins-là. Mais assurément, là, on voit, il faut trouver une solution à ça, là, clairement. Et Marie-Hélène, toujours, qui répond à Stéphane, nous devons ralentir, offrir la semaine de travail de 4 jours, le télétravail, libérer du temps pour arrêter de courir et être capable de s'occuper de nos aînés. Oui, je suis sûr que Stéphane est tout à fait d'accord avec ça. Maintenant, si on met le chapeau du gouvernement, c'est vrai que c'est pas évident. Il y en a qui vont dire, là, l'impact sur l'économie, tout ça. Bon, certains vont dire, oui, mais ça a été démontré dans d'autres pays qu'une semaine de 4 jours, finalement, les gens sont autant, sinon plus productifs. Parce que finalement, ils se dégagent plus de temps, ils vont avoir des fins de semaine, des longues fins de semaine à chaque semaine, ils peuvent faire leurs choses, s'occuper de leurs enfants, faire des tâches pendant ces jours-là et se libérer l'esprit pour pouvoir travailler pleinement là, pendant les 4 jours et être plus efficace, plus productif possiblement même pendant ces 4 jours-là. Donc, c'est une question aussi de trouver une qualité de vie pour ces travailleurs-là. Je voyais, entre autres, j'écoutais d'ailleurs un excellent documentaire hier avec l'ancien maire Stéphane Gendron sur la détresse psychologique des travailleurs dans le milieu agricole. C'est un tout autre sujet, là. Mais une des solutions à amener, c'est-à-dire, au lieu de maintenir tout le temps la pression sur les épaules de gens qui font un travail titanesque dans le milieu agricole, là, d'opérer des fermes et tout ça, d'avoir un autre modèle d'affaires où tu as plusieurs associés, peut-être sous forme coopérative, où là, les gens, ils se répartissent et finalement, ils travaillent quelques jours par semaine et comme ça, ils peuvent vivre un peu, ils peuvent souffler. Est-ce que ça peut être quelque chose à envisager dans, effectivement, le domaine dont on parle, voire au niveau des quarts de travail, là? J'imagine qu'il y a déjà même des réflexions avancées sur ça et peut-être même déjà des mesures, mais comment faire pour attirer les gens? Je pense que c'est ça votre propos. Comment on peut attirer des gens pour venir travailler dans ces domaines-là? Donc, ça fait déjà un petit bout de temps, là, on a étiré, on a dépassé un peu notre temps que je devais avoir normalement là, pour vous parler. Je ne veux pas que ce soit trop long. Mais en même temps, peut-être en terminant, moi, je vous inviterais, si vous avez des commentaires, des réflexions sur le format de ce que je fais là. Parce que, bon, oui, j'essaye des choses. Là, j'ai essayé d'aborder un sujet, de l'amener, d'amener un peu un angle qui pouvait susciter une discussion. C'est un peu ça, là, ma volonté. Et d'essayer d'amener les discussions sur un autre niveau. Là. Pas juste de partager, moi je fais ci, moi je fais ça, mais d'essayer de creuser un peu plus loin. C'est un peu ça là, que j'essaie de faire avec ces discussions-là. Donc, si vous avez des commentaires sur la formule, la vidéo elle-même va se retrouver sur ma chaîne YouTube, sur ma page publique, sur le groupe Solidarité Entraide Centre-Sud où se fait le direct en ce moment. Donc, vous pourrez là, aussi aller commenter sous ces vidéos-là ou m'écrire directement là, pour me faire part de vos commentaires et peut-être même proposer des prochains sujets. Je vais essayer de faire ça là, plus régulièrement, du moins plus assidûment dans les prochaines semaines. Encore un commentaire qui rentre donc de
Donc, Marie-Hélène Champoux, décidément Marie-Hélène, qui est très, très active aujourd'hui, merci, dit donc, nous avons un ami originaire d'Algérie qui est en train de refaire sa formation en médecine au complet. Il est courageux. Mais nous perdons un temps précieux en tant que société à ne pas accélérer la mise à niveau de ces personnes. Effectivement, et là, je pense qu'on a le son de Marie-Ève. Bonjour. Bonjour Marie-Ève qui... Oui, attends, j'essaie de t'avoir... Ah, voilà. Donc, Marie-Ève qui est de retour, donc, qui montre toujours l'exemple. Merci beaucoup, Marie-Ève, de montrer l'exemple et de participer activement. Ben oui, là, on parle tout de cette question-là, d'avoir des gens qui veulent contribuer, mais qui finalement là, sont limités de par là, la reconnaissance de leur formation, quand même qui est valable. Là. On parle de médecine, je veux dire, le corps humain, il ne change pas tant que ça d'un pays à l'autre. Et si ces gens-là sont compétents pour travailler dans leur pays, ils sont compétents à soigner des gens, ils devraient minimalement être compétents pour au moins aider dans des cas de crise comme on l'a en ce moment. Et avant de revenir à Marie-Ève, donc Stéphane qui répond à Marie-Hélène, il dit, c'est pourquoi ce genre de café citoyen virtuel? Oh, Stéphane, on va se jaser de café citoyen virtuel parce que c'est quelque chose qui est bien aussi. Est parfait pour mobiliser les forces citoyennes et revigorer la participation citoyenne et le militantisme social est nécessaire. Good job. Ouais. Merci beaucoup, Stéphane. Oui, des espaces comme ça. Marie-Ève, toi, tu étais là, tu participes très activement, tu es là, tu te connectes, tu brises la glace, tu mets l'usage là, dans la vidéo. Qu'est-ce que ça t'apporte, Marie-Ève, d'être là? Disons, on est là, on se parle, tu participes. Ce genre d'espace-là, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça me fait beaucoup de bien, parce que ça fait très longtemps que j'avais pas fait de la participation comme ça, de façon aussi avec autant d'informations intéressantes et pertinentes. OK. Bref, ça fait longtemps. Et de s'afficher aussi d'une certaine façon un peu publiquement, là, parce que là, tu es là, tu partages ce que tu dis devant d'autres gens qui nous suivent. Là. Je veux dire, ça aussi, ça peut être un défi pour bien des personnes, donc bravo d'avoir relevé ce défi-là et de participer. Et tu dis donc d'avoir des informations. Ça, j'en prends en bonne note parce que effectivement, mon but, avec ma première partie de présentation, peut-être des gens sont arrivés en cours de route, mais j'essayais de mettre la table un peu, de partager des choses, avec quelques références. Donc, tu sais, de mettre la table pour que les gens qui vont y participer, ben, tu sais, qu'on se sente moindrement à l'aise de participer. C'est ça mon défi, là. Je ne sais pas si on y arrive, mais les gens disent, OK, je comprends un peu la question, ben, tu sais, voici mon opinion. C'est un peu ça mon défi, là, que j'essaie de relever avec ce qu'on fait là. Sinon aussi, donc Marie-Hélène qui dit merci à Jean-Sébastien et à tous. Pas tous. Pas tous. Très fort. Marie-Hélène, je sens qu'on va beaucoup plaisir dans les prochaines semaines. C'était un très bel échange. Merci. Donc, les cafés citoyens virtuels, bien dit, Stéphane. Ben, écoutez, si ça vous intéresse, ceux qui êtes là et ceux qui vont suivre aussi, ça, c'est je fais ma petite plug en terminant, là. J'en parle parce que vous l'avez mentionné. Ça, c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. Stéphane ne sera pas surpris. Là. Il me connaît de longue date dans d'autres occupations. Marie-Ève, d'ailleurs, aussi, là, qui me suit depuis un moment. Ça, c'est quelque chose, je pense, ça sur quoi je veux travailler. S'il y a des gens qui voient la vidéo, que ça les intéresse aussi, écrivez-moi. Je pense qu'on a besoin d'avoir des espaces comme ça dans différents coins du Québec où on peut aborder des questions à l'échelle citoyenne, d'amener de l'information et que les gens se sentent à l'aise de participer. Moi, c'est ça qui est vraiment le gros défi, parce que des fois, on amène ça à un autre niveau, puis c'est peut-être difficile pour bien les gens de dire, ben, est-ce que je peux vraiment contribuer? Il y a plein de choses qui sont dites. Là, j'essaie de ramener ça là, à un niveau qu'on peut, assez digeste. Là. Parce que je sens qu'il y a quelque chose là qu'on peut faire. Moi, je l'ai vécu, en fait, il y a quelques semaines, j'étais à Dolbeau, au nord du lac Saint-Jean, et j'ai participé à un pub quiz. Peut-être certains d'entre vous connaissez ça. Là, dans certains pubs, ils font des soirées quiz. Là. Et là, partout au Québec, plusieurs endroits au Québec, dans différentes régions, en même temps se fait cette soirée-là, où les gens participent au même quiz. Et là, on voit là, les résultats qui sont partagés, tout ça. Moi, j'ai observé ça, je trouvais ça intéressant. Je me dis, mais imaginons si on pouvait avoir ce genre d'activité-là. Bon, là, ce ne sera pas dans des pubs, là, parce qu'on ne peut pas aller dans les pubs maintenant, mais des espaces une série de différents espaces comme ça, dans des groupes,
où on peut avoir des discussions en petits groupes, là, pas d'avoir 500 personnes, là, d'avoir une dizaine de personnes, quinzaine de personnes qui participent, mais que ça se fasse dans différentes régions et qu'on mette en commun ce qu'on aura réfléchi, ce qu'on aura dit, les actions qu'on aura peut-être convenues, et que ça soit partagé sur les réseaux sociaux. Moi, je pense qu'il y a là, je crois, un chantier intéressant pour que les citoyens se réapproprient certains défis, puis qu'on ne fasse pas juste critiquer ou chialer, mais qu'on dise, nous aussi, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est de tenir nos dirigeants pour responsables? Oui, à bien des égards. Est-ce que c'est nous, comme citoyennes et comme citoyens, d'agir aussi? Alors, je pense qu'il y a quelque chose là, mais je pense que l'idée des cafés citoyens virtuels, là, on va creuser ça. Et si on fait ça, Marie-Ève, est-ce que tu vas être des nôtres si on t'invite à ce genre d'activité? Yes! Super, super. Et si les autres qui nous suivent toujours, là, s'il y en a aussi qui veulent réagir là-dessus, dans les commentaires. Donc, c'est quelque chose là, que je pourrais aussi vous inviter là, dans les prochaines semaines. Là. Je pense qu'on a là un moment où les gens sont confinés chez eux et si on peut utiliser ce moment-là pour mettre en place ce genre d'initiative-là, en espérant que ça va se poursuivre par la suite, là, une fois que les gens vont être libérés et vont se promener partout. En fait, Internet va déjà être un peu plus libre après aussi. Ben, oui, je pense que les gens vont se l'être pas mal plus appropriés, vont trouver différentes façons de l'utiliser. Et si on peut l'utiliser aussi à des fins de s'organiser socialement, je pense que ça serait assurément là, quelque chose qui serait bénéfique là, pour la suite des choses et qui peut faire partie peut-être de la solution aux défis qu'on a soulevés depuis le début, là, d'avoir là, des fois des gouvernements qui sont pris pour plein de raisons, là, à avoir des courtes vues et de ne pas voir venir ce genre de situation-là, malgré que bien des gens le disent. Ben, si les citoyens s'appropriaient ces enjeux-là autrement, ben, ça ferait probablement en sorte que les gouvernements, peu importe le parti, mais les gouvernements diraient « Oh, OK, là, quand on a priorisé les choses, mais on voit que ça arrive pas mal haut, ben, on va écouter les citoyens. » Mais pour ça, ça demande d'avoir eu des espaces où on débat et que ce ne soit pas juste le goût du jour qui dicte la priorité du gouvernement et les sondages, selon l'intérêt tout d'un coup que les gens, c'est ça qu'ils veulent, mais que ce soit avec des discussions informées et qu'on ait pu avoir comme ça dans des petits groupes. Donc merci beaucoup Marie-Ève d'avoir été là pour ta participation, c'est apprécié. Merci beaucoup à Lorena et Lorena, les deux Lorena qui étaient là tout à l'heure, ceux qui ont participé là, activement, qui ont commenté à un moment ou un autre dans la discussion. Merci beaucoup. Et ben, ce que moi je vous dis, c'est donc à une prochaine. On va se voir assurément dans les prochains jours. Comme je vous disais, je vais essayer d'être plus assidu dans mes diffusions. On va avoir une prochaine entrevue. J'ai fait une entrevue avec Manon Massé la semaine dernière. Il va en avoir d'autres dans les prochains jours. Si vous avez des idées de personnes que vous voudriez entendre dans ces entrevues-là, vous pouvez me les envoyer. Si vous avez des idées de sujets, je vous invite aussi à les envoyer pour que je puisse comme ça là, produire du contenu qui vous intéresse, dans le fond, qui répond à vos demandes. Alors sur ça, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Et n'hésitez pas, si vous écoutez en rediffusion, à aller commenter sous la vidéo, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Et aussi, vous trouverez dans les commentaires, dans la description de la vidéo, les coordonnées là, de ma page Facebook et de ma chaîne YouTube, si vous voulez suivre l'une ou l'autre ou les deux. Alors, merci. Bonne journée. À bientôt.